Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est votre rendez-vous du dimanche matin à partir de 9h20. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Maxime. Osez entreprendre pour justement faire le tour de ces grandes entreprises. Rendez-vous économique qui depuis la rentrée est évidemment agrandi, encore plus complet et notamment un programme chargé ce matin Thomas. Oui, parce que je vais vous proposer un numéro spécial d'Osez entreprendre sur les marques mythiques. Et on va commencer par l'histoire des cachous La Jaunie, marque qui rencontre de grosses difficultés, vous le saurez dans un instant. On va parler photo, entrepreneuriat avec notre invité Patrick Debac qui est directeur général France de Photomaton et puis Jean-François Faure, notre consultant entrepreneurial qui va nous expliquer le danger d'être leader. On pourrait penser le contraire, si, il y a peut-être un danger. C'est un danger, vous avez le programme. Ecorezo Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Et la saga des entreprises ce matin, mon cher Thomas, on en a d'ailleurs beaucoup parlé sur cette antenne, les fameux cachous La Jaunie. C'est une petite boîte jaune, on la connaît tous, mais il faut le dire, elle est quand même en train de disparaître en silence. Absolument, et c'est une disparition qui fait très mal. Ces petites pastilles noires à base de réglisse ont été inventées à Toulouse en 1880 par le pharmacien Léon La Jaunie. Il voulait un bonbon à la fois digestif, rafraîchissant pour la laine et facile à emporter. Il crée donc cette boîte métallique ronde pensée pour tenir dans une poche de gilet, là où on mettait les fameuses montres à gousset à l'époque. Le succès est immédiat, la boîte devient culte et ça dure plus d'un siècle. Pensez donc qu'au début des années 2000, il s'en vendait 10 millions de boîtes. Les dernières années, ils sont tombés malgré tout à 3 millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la fin de l'histoire, mais c'est triste parce qu'on n'en voit plus du tout dans les rayons. Exactement. Depuis début 2025, plus un seul cachou en vente. Le groupe italo-néerlandais Perfetti Van Melle, propriétaire de la marque ainsi que de Mentos ou les fameuses Chupa Chups, a discrètement arrêté la production. Ils évoquent une baisse de la demande sans projet de relance. Résultat, une vague d'indignation, surtout dans le sud-ouest, où les cachous font partie du patrimoine local. Mais comme souvent dans ce genre de problématique, les consommateurs sont là. Est-ce que cette fois-ci aussi, ils se sont mobilisés ? Ils essayent, ils commencent, et il y a une pétition qui est en ligne sur change.org. Je vous invite à aller la voir. Ils ont déjà réuni près de 25 000 signatures. Certains parlent même d'un trésor national d'ailleurs. Beaucoup réclament un retour à la recette originale. D'autres demandent à ce qu'un acteur local reprenne la production. Et justement, un confiseur occitan, Rémi Groussard, s'est porté volontaire. Il a les réseaux, les moyens. Il attend juste un feu vert de Perfetti pour relancer la machine. Donc ça veut dire que peut-être un jour, on a la chance de revoir la petite boîte jaune. C'est tout l'enjeu, Maxime. Les cachous La Jaunie, ce n'était pas juste un bonbon, c'était un souvenir, une habitude, un symbole. Et si un acteur local arrive à redonner vie à cette pastille mythique, ça serait un beau pied de nez d'ailleurs au sort et une victoire pour le patrimoine sucré français. Et pour les nostalgiques, allez, je vous propose, Maxime, qu'on écoute, souvenez-vous de cette pub qui dure 3 secondes. C'était au siècle dernier. Cachou, cachou, La Jaunie, La Jaunie. Et avec ça, ils ont fait un carton. Oui, et puis c'est là qu'on reconnaît quelque chose de culte. Simple, sobre, chic, élégant et efficace. Merci beaucoup, mon cher Thomas. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et Thomas, ce matin, parmi vos invités, nous sommes notamment avec Patrick Debac, directeur général de Photomaton. C'est les fameuses cabines photographiques installées dans les gares, métros, grands magasins. Monsieur, bonjour, et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour. Bonjour à vous. Photomaton, ce nom parle à tout le monde. Ça vient, ceci, il faut revenir à l'origine quand même du mot, ça vient de la contraction de photo et automaton, automate en français. C'est une marque historique et pas moins iconique, au même titre que les cachous La Jaunie, sauf que vous continuez à exister très fortement et votre nom est tombé dans le langage commun d'ailleurs des Français au même titre que Frigidaire, on est bien d'accord. Tout à fait, ce qu'on appelle une antonomase, c'est-à-dire que c'est une marque qui est devenue un nom commun. Et Frigidaire, Sopalin ou Vaseline sont des exemples. Donc on est très fiers de ça. Et en même temps, vous verrez qu'à côté du logo Photomaton, il y a un petit R qui dit que la marque est déposée. Donc on fait en sorte quand même que d'autres acteurs n'utilisent pas le mot Photomaton, même si c'est tombé dans le langage. Revenons un petit peu en arrière. On va revenir en 1925. Il y a 100 ans quand même que cette histoire a tout juste commencé. Il y a tout juste 50 ans, Anatole Josepho, inventeur américain d'origine russe, dépose le brevet du premier studio photo entièrement automatisé. On est en 1925. C'est ça, le 21 septembre, il a installé à l'angle de la 50e rue et Broadway le premier automate, la première cabine dans la rue. Et pour 8 cents, vous aviez une planche de photo en 8 minutes.
qui était une révolution pour l'époque, puisque souvenez-vous de ce qu'on faisait. C'était un bain argentique, ça prenait beaucoup de temps, il fallait aller chez le photographe. Tout d'un coup, il y avait une machine qui vous faisait votre portrait en 8 minutes dans la rue. Je crois que c'était, pardon, j'essaie de compléter, vous posiez pendant 16 secondes en prenant des poses différentes et 8 minutes après, vous obteniez 6 photos avec l'aide d'une opératrice. Exactement. Parce que c'était pas tout seul, il fallait quand même être accompagné de quelqu'un qui faisait fonctionner la machine. C'était une organisation. Oui. Voilà, tout à fait. Et ça a été un succès qui est devenu mondial. En 1928, la première cabine est arrivée place de l'Opéra à Paris. Et en 1936, la société Photomaton a été créée en France. Et pour vous, justement, tout démarre en 1928, parce que un milliardaire anglais va bénéficier des droits exclusifs d'exploiter la marque Photomaton en France. C'est ça. Et alors, l'entreprise a connu un énorme développement. Et aujourd'hui, on a 10 000 cabines en France qui font à peu près 1 million de tirages par mois. Et au mois de septembre, puisqu'on se parle aujourd'hui, c'est le plus gros mois de l'année avec la rentrée scolaire, où on fait 30% de plus de tirages par rapport à la moyenne de l'année. Alors on va revenir un instant, dans quelques instants aussi, sur Photomaton aujourd'hui, mais je voudrais rester quand même au siècle dernier, justement, parce que à la fin des années 90, suite à plusieurs acquisitions, votre groupe devient quand même le leader mondial des sociétés de cabines photographiques. Tout à fait. Donc notre groupe aujourd'hui opère dans 18 pays. Ouais. Alors pas sous la marque Photomaton, on a d'autres marques comme Photomy par exemple en Angleterre par exemple, et on a à peu près 25 000 cabines dans le monde entier. D'accord. Et en 2011, vous demandez au designer Philippe Starck, qu'on connaît bien, de repenser les cabines Photomaton pour donner un coup de jeune. Exactement. Ça a été la fin du tabouret à vis que tout le monde connaît. Oui. Avec comme premier changement le fait que c'est plus au client de s'adapter à la caméra, c'est la caméra qui bouge et donc vous pouvez être fixe. Et du coup, Starck avait fait ce siège qui est devenu iconique, orange rétro-éclairé, qui avait plus de vocation à s'ajuster. Donc maintenant, vous avez un siège fixe et c'est la caméra qui se met à la bonne hauteur. Alors vous avez commencé à en parler il y a quelques instants, mais on va s'attacher effectivement à revoir et à voir ce qu'est Photomaton aujourd'hui. Donc, combien de clichés, combien de cabines? Vous pouvez nous rappeler les chiffres que vous avez donnés? 10 000 cabines en France, 1 million de tirages par mois. Ouais. Et au mois de septembre, on est plutôt sur 1,3 million à peu près. Et puis il faut casser l'idée sur laquelle Photomaton, c'est que de la photo d'identité. Alors tout à fait, à peu près 10%, une photo sur 10 qu'on fait n'est pas une photo d'identité, ce qu'on appelle une photo fun, c'est-à-dire, et ça a traversé toutes les époques. Si on est dans l'histoire de Photomaton, on a dans nos archives des photos de Kennedy avec Jackie dans une cabine, de Mick Jagger, et aujourd'hui, vous retrouvez, quand Angèle est venue pour les JO, elle a fait un photomaton qu'elle a publié sur son Insta, parce que c'était sa façon à elle de dire qu'elle était à Paris. Donc, ça traverse toutes les époques, que ce soit seul ou en couple, entre amis ou en famille. Vous avez encore maintenant beaucoup de gens qui en font un rituel. Et phénomène très intéressant, depuis 1 an, on est à plus 100% sur, vous savez, le 4 poses noir et blanc. Quand même notre photo la plus classique, on appelle vintage chez nous. 100% de croissance à cause des jeunes qui ont découvert ça comme une expérience. Eux, ils n'ont jamais connu la photo imprimée, l'argentique. Ils ont des milliers de téléphones dans leur téléphone et tout d'un coup, ils vivent l'expérience de la photo derrière le rideau comme quelque chose de nouveau. Et on revient quand même aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils font leur photo, ils l'impriment et la première chose qu'ils font, c'est de la prendre en photo pour la publier sur TikTok ou sur Insta. Donc on prend une photo d'une photo. Exactement. Mais oui. 100% de croissance sur ce segment-là. Et on s'est dit, chez Photomaton, qu'on devait continuer à proposer de nouvelles expériences et on a créé du coup des photos en intelligence artificielle avec une offre qu'on a lancée au mois de juin. Je ne sais pas si vous avez vu de ce qu'on avait fait. Oui, alors tout à fait. Je voulais vous interpeller justement là-dessus parce que c'est votre actualité, pardon. Et dans ce que vous mettez en place et que vous avez mis en place et que vous proposez aux consommateurs, grâce et avec l'appui de l'intelligence artificielle, sauf erreur de ma part, et je parle sous votre contrôle, vous choisissez un thème, un super-héros, il y a 20 personnages différents et la machine fait tout le reste, c'est-à-dire vous intègre dans ce scénario. Exactement, ce qu'on appelle de l'IA générative, c'est-à-dire qu'à partir d'un simple portrait, la photo prend votre visage et l'intègre dans un thème. Donc on a effectivement une vingtaine de thèmes qui vont de l'équivalent de Harry Potter, la Reine des Neiges, où vous êtes pilote de Formule 1 ou pompier. Mais on a aussi signé 1 semaine avant la finale de la Ligue des Champions un partenariat avec le PSG. Et à partir de votre portrait, vous devenez un joueur du PSG. On a une douzaine de photos possibles et ça a très très bien marché puisqu'on est déjà on a plusieurs dizaines de milliers de photos maintenant qui ont été imprimées depuis cet été.
uniquement sur l'offre PSG. Et du coup, ça nous a donné l'idée de déployer une vingtaine de thèmes supplémentaires. Pour terminer notre échange de dimanche matin, je voulais vous interpeller sur un sujet. Vous êtes un entrepreneur. Vous avez entendu ma chronique d'avant sur les cachous-la jaunie. On parlera avec notre consultant dans un instant d'une autre marque emblématique. Vous êtes concerné par le problème des marques qui vieillissent et qui ont du mal à se renouveler. Comment vous, en qualité de chef d'entreprise, vous abordez ces difficultés? Parce que aujourd'hui, vous êtes à la mode. Vous le disiez, les jeunes reprennent goût à faire de la photo, etc. Mais c'est une vraie problématique de marque, de durée. Sans endurer. Je crois que c'est Michel Drucker qui disait la pire des choses, c'est d'être à la mode parce que ça passe. Oui, la mode, ça se démode. Exactement. Vous avez raison. Donc en fait, la force de Photomaton, c'est d'avoir su traverser les époques, parce que prendre une photo derrière un rideau, ça reste une expérience unique. Et pour aller dans votre sens, on a très peur de ça. Donc, on investit énormément dans la recherche et développement. On a 100 personnes à Grenoble qui ne font que ça, qui vont chercher l'expérience de main. Après, il y a plein d'innovations aussi plus techniques liées à la photo-identité. Mais en tout cas, l'expérience en cabine est quelque chose dans lequel on investit constamment. L'intelligence artificielle est le dernier exemple, mais on travaille aussi sur d'autres expériences. Il y a 10 cabines en France pilotes qui proposent des tests qu'on appelle Former Bien-être, qui font de la prévention. Tests de vision, tests d'audition, rythme cardiaque, résistance au stress, à partir simplement de la caméra ou de tout ce qui existe dans la cabine, c'est-à-dire les écouteurs et les 30 actifs. Vous aurez l'occasion de venir nous en reparler quand ça se développera. Merci à vous, merci de votre venue. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et les essentiels de l'entrepreneuriat, mon cher Thomas, cette semaine, nous sommes avec Jean-François Faure, entrepreneur et investisseur, mais aussi consultant entrepreneurial pour Oser entreprendre. Et vous allez, Thomas, avec Jean-François, nous parler aujourd'hui du danger d'être leader, parce que oui, c'est un danger. Oui, Maxime, parce que être numéro 1, faut pas croire que ça protège pas forcément de tous les problèmes. Et justement, Jean-François, vous avez une idée très précise, vous allez plus loin, vous dites qu'il faut toujours penser comme si on était numéro 2, mais pour quelle raison ? Eh bien, parce que le vrai risque, ce n'est pas d'être derrière, c'est de croire qu'on est arrivé. Oui. En lien avec l'activité de notre invité, prenons l'exemple de Kodak, qui a inventé l'appareil photo numérique en 1975. Mais ils l'ont caché, de peur de tuer leur business argentique. Résultat, en 2012, ils font faillite une première fois. Mais alors, c'est une belle marque pourtant, Kodak, hein, c'est dans l'imaginaire collectif, ils auraient pu rebondir. Absolument, Thomas. Entre 1975 et 2012, pendant 37 ans, Kodak a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour faire perdurer la pellicule et donc freiner le numérique. Avec ça, ils auraient pu racheter Apple, inventer l'iPhone 10 fois ou s'offrir toutes les marques photos moribondes du début des années 2000. Ils avaient les moyens de prendre des risques. Il suffisait qu'un seul réussisse. Mais le fait est, ils ne l'ont pas fait, en fait. C'est vrai, Thomas, parce qu'il se pensait intouchable. Le véritable numéro 1 n'est pas celui qui regarde derrière, c'est celui qui se dépasse en permanence comme un sportif de haut niveau. Ce n'est pas la concurrence qu'il doit affronter, mais lui-même. Il faut se challenger, se réinventer, transcender les frontières de sa situation, quelle qu'elle soit. Et plus on en a les moyens, moins ces risques coûtent. C'est le paradoxe. Ils n'avaient plus rien à perdre, mais n'ont rien osé. Et justement, mais ce n'est pas seulement une question d'idées, mais aussi d'hommes, donc de gouvernance d'entreprise. Oui, clairement. En l'occurrence, certaines sociétés cotées sont figées par la peur de déplaire aux actionnaires. Elles gèrent l'héritage au lieu de bâtir le futur. Merci Jean-François. Et on retiendra que pour rester numéro 1, il faut toujours agir comme si on était numéro 2. C'était la phrase que je retiendrai. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Oser entreprendre. Je rappelle le rendez-vous que vous retrouvez tous les dimanches après 9h20. À tout de suite Thomas pour désormais Oser investir. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet.